Merci Jean-Michel et Anne-Laure Bloch aussi de vos interventions. On est au sommet à travers ce parcours. Est-ce que quelques personnes souhaitent réagir? N'hésitez pas. Merci beaucoup pour vos deux exposés. Je voudrais... voilà, votre avis sur un point, et notamment revenir sur la notion de singularité technologique que vous avez évoquée. Et la question que je me pose, c'est qu'il y a cette singularité technologique qui est présentée par les trans et post-humanistes, cette intelligence 10 puissance plus quelque chose, plus que l'intelligence humaine, et je me demande si la menace est réellement ici. Et comment dire? J'ai bien aimé cette notion de milieu que vous avez, par laquelle vous avez commencé en expliquant que finalement les technologies sont un milieu. Voilà. Et je trouve ça, c'est extrêmement important. Et la question que je me pose, et c'est là-dessus que je voudrais avoir votre avis, c'est est-ce que finalement la singularité technologique, telle qu'elle pourrait réellement se réaliser, n'est pas une intelligence artificielle, par exemple, 10 puissance plus celle de l'être humain, mais plutôt une intelligence très fonctionnaliste, autrement dit une raison instrumentale, qui n'est pas plus intelligente que celle que l'homme, mais sur certaines tâches, qui est beaucoup plus performante. Autrement dit, ça serait le remplacement, j'ai envie de dire, du subtil par l'utile, ou de l'amour par la raison instrumentale, mais aucunement une singularité qui serait une intelligence supérieure, mais tout simplement parce que les technologies sont un milieu, on n'aura plus besoin de cette intelligence humaine qui est très polyvalente, mais on aura besoin au contraire d'intelligence, de petite intelligence ultra performante sur des fonctions, dans un monde qui ne sera organisé qu'à travers le traitement informationnel du réel. Bon, il y a une dimension positive dans ce que vous avez dit, puisque vous ménagez une espèce de micrologie dans laquelle l'intelligence humaine pourrait encore finalement se voir reconnue des droits. Et cette intelligence artificielle qu'on évoque avec la singularité, et je rappelle que la singularité, ça, en mathématiques et en physique, ça désigne bien la rupture, une rupture. Cette intelligence artificielle, elle est sans commune mesure avec la nôtre. Non pas simplement parce qu'elle est plus performante, mais parce qu'on ne sait pas, à vrai dire, ce dont elle sera capable, ce qu'elle voudra. Notre intelligence, nous, elle est toujours finalisée. On pense que toujours notre intelligence, elle comporte la notion de but et la notion d'intentionnalité. Mais cette intelligence qu'on nous promet, c'est une intelligence qui sera sans intentionnalité, sans finalité. Et, encore une fois, qui ne nous concernera plus. Là, on est encore dans une position un petit peu anthropomorphique en parlant d'elle, en se disant, ben voilà, il y aura elle et puis il y aura nous, et puis elle sera plus forte que nous, mais etc. Mais elle se foutra complètement de nous. Et c'est ça que disent les Elon Musk aujourd'hui ou les Laurent Alexandre quand ils disent il faut absolument apprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, il faut absolument conserver quelques clés pour ne pas être complètement largué quand l'intelligence artificielle triomphera. Donc c'est ça, cette espèce de scénario à la lettre assez impossible d'un monde dans lequel nous serons radicalement superflus. Parce que quelque chose qu'on appelle intelligence artificielle, faute d'un autre mot, je n'écarte pas l'idée qu'il pourrait y avoir une autre manière de la désigner, aura pris la place. Aura pris la place. Alors, face à cela, soit on est dans le découragement absolu, on se flingue, ou alors on prend son billet pour Mars en 2030, soit, alors on dit, on prospecte un petit peu sur ce que vous êtes en train de suggérer, en disant non, il y aura des micro-actions possibles. Dans un contexte de totalisation, au fond, il n'y a plus que la micro-action qui soit efficace, et cette micro-action, rien n'empêche d'imaginer qu'elle puisse être justement confiée à une intelligence humaine. Mais bon, là, on est vraiment dans la spéculation pure et simple, et le seul intérêt de cette spéculation, c'est surtout de désigner cette espèce de désaffection pour l'humain que portent aujourd'hui les projets transhumanistes.
transhumanisme, c'est un symptôme. Et c'est le symptôme de cette désaffection, de ce désamour pour l'humanité. Oui, moi, je voudrais dire sur le terme même d'intelligence, c'est intéressant. Ce terme qu'on emploie, intelligence artificielle, c'est nous qui l'avons forgé à partir d'une métaphore du langage, une analyse de ce qu'est notre intelligence. Donc, on a décrit une fabrication humaine à partir d'un mot qui vient d'une description d'une particularité proprement charnelle, proprement humaine. Donc on a appelé intelligence artificielle quelque chose qui, d'abord, était une intelligence humaine. Et ensuite, à partir de ce qui était une espèce de métaphore, on veut réinterpréter notre propre intelligence et à l'aune de ce qui a été tiré de notre intelligence. Donc il y a un va-et-vient qui est complètement pervers, car l'intelligence artificielle qui avait été nommée en référence à notre intelligence sert maintenant de référence pour notre intelligence. Donc on sait bien que l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence complète, ce sont des procédés de calcul, de mémorisation, des choses en fait très très petites, réduites par rapport à l'empan immense de la polyvalence de l'intelligence humaine. Donc c'est un effet de langage. Le terme intelligence artificielle doit être entendu comme un effet de langage qui fait un va-et-vient et qui effectivement conditionne notre façon de nous interpréter, de nous comprendre en référence à quelque chose qui a été fabriqué en référence à nous. Donc c'est complètement, c'est schizophrène, c'est l'inversion. Et ensuite ça nous rend, ça nous humilie, paraît-il, par rapport à notre intelligence, qui pourtant était celle qui avait créé cette chose qui n'est pas du tout une intelligence, à vrai dire. Donc ça montre le côté, l'imposture de ce va-et-vient et l'erreur de ce va-et-vient. Donc je ne pense absolument pas que l'intelligence artificielle menace quoi que ce soit. En revanche, les efforts pour faire advenir plus d'intelligence artificielle modifient le monde et nous poussent à devoir nous comporter d'une façon qui pourrait frustrer certaines de nos facultés de l'intelligence. C'est plutôt ça. L'intelligence artificielle elle-même ne fera rien. En revanche, les efforts pour faire comme si nous étions nous-mêmes des machines, ça nous fait quelque chose. Dans le transhumanisme, il y a tellement de slogans. La singularité en est c'est un slogan. De toute façon, on n'ira pas jusque-là, on ne va nulle part. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie où vous interrogiez sur le pourquoi, non pas le discours qui est finalement ancien, pourquoi aujourd'hui le discours a-t-il un tel terreau et une telle réception. Et je pense qu'une des bases aussi de cette réception, c'est une angoisse extrême dans un monde qui est très menacé. Nous sommes dans un monde, finalement, le transhumanisme est la pointe avancée du monde techno-industriel qui nous a apporté beaucoup, mais qui, du fait même de son succès, est en train de menacer les conditions de possibilité de la vie sur Terre. Dans un monde qui est à la base, à l'orée d'être ruiné par un désastre écologique, économique, politique, par un effondrement. Or, imaginez que ça va continuer, et que ça va continuer jusqu'à ces choses extraordinaires que sont la singularité, c'est une façon, en un sens, de nous rassurer sur le fait que ça va continuer. Donc, je pense que notre angoisse, une façon de guérir notre angoisse d'effondrement du monde qui nous est cher, est d'imaginer que ce monde va continuer vers un truc assez terrifiant, mais c'est moins terrifiant finalement, qui continue vers quelque chose d'inconnu qu'on appelle la singularité, qu'on appelle on ne sait trop quoi, parce que comme vous l'avez dit, on ne peut pas vraiment imaginer ce que sera, plutôt que d'imaginer, et là on n'a pas besoin de beaucoup d'imagination, qui va réellement s'effondrer pour revenir dans le chaos, qui est quelque chose de très incarné, de très réel, qu'on connaît très bien. Et donc je pense qu'une partie de la raison de l'engouement d'une partie du public pour ces thèmes, c'est que en se focalisant sur ces thèmes lointain finalement et inimaginable, on guérit notre imagination bien trop réelle de ce qui est en train de se préparer dans un monde très menacé. La civilisation technoscientifique est en train de faire des choses très graves, du fait même de son succès, dans un monde fini. Eh bien, on gomme les problèmes de l'énergie, parce que s'il y a un truc qui consomme de l'énergie au passage, c'est toutes ces recherches, on gomme les problèmes de l'effondrement écologique, économique, l'instabilité politique, technique, et on imagine que le monde techno-industriel va continuer jusqu'à cette singularité qui, elle, est inimaginable et qui, finalement, nous guérit de notre peur d'une bien réelle de ce qui est en train de se passer. Moi, je crois que ça rajoute pour l'engouement. Une petite question sur la question de l'explication de cet engouement. Vous avez évoqué tous les deux des explications un peu différentes. J'ai l'impression que la première intervention invoquait plutôt une explication économique pour l'engouement,
Alors peut-être que je caricature un peu ou je grossis, et vous, Jean-Michel, plutôt une explication culturelle, c'est-à-dire que au fond, vous dites qu'il y a cette utopie, cette métaphysique d'un monde sans hasard et sans souffrance. Là, il y a une explication culturelle. Alors, une question, c'est-à-dire pourquoi qu'est-ce qui est premier finalement, voilà, le culturel ou l'économique. Moi, j'aurais une petite idée sur la question. Quand on lit le rapport France Génomique 2025, c'est très clair que finalement, la raison d'implanter des diagnostics génomiques en France est une raison économique. Voilà. Sont invoquées les retombées économiques positives de ces technologies. Donc, la question, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout cela aussi un projet politique derrière cet engouement? Voilà ma question. Dans le transhumanisme, il y a des transhumanistes sincères, et il y a beaucoup de gens on ne sait pas s'ils sont sincères, mais ils sont ils utilisent ça, puisque c'est à la mode. C'est pour ça que moi je pense quand même que d'ailleurs, l'engouement de certains majors, des GAFA, on ne sait pas exactement ce qu'ils pensent, mais ils voient surtout la possibilité de continuer business as usual en étendant encore leur affaire. Donc il y a sans doute différentes raisons, et chacun a les siennes. Et il y a des raisons, j'allais dire, sincères, et d'autres qui sont purement d'utilisation. Et je pense qu'une partie de ces rapports, comme celui de 2003, voit simplement le facteur, il faut continuer, on est terrifié du fait que, vous savez, l'espèce d'idéologie de la croissance. Il faut continuer la croissance parce que c'est tellement menacé que c'est le dernier moyen qui soutient la croissance. D'autres veulent simplement stimuler toujours plus les consommateurs de gadgets. Et après, on est tellement équipés qu'il faut bien nous équiper encore un peu plus. Et là, c'est une mine tellement extraordinaire. Déjà, l'électronique est une mine incroyable, mais il faudrait en ayant de l'électronique à l'intérieur, surtout avec tous les dysfonctionnements, les bugs, les besoins. Il y a toute une partie aussi purement de manipulation. Moi, je pense qu'il y a quand même une grande manipulation, notamment commerciale, pour remettre de l'équipement à entretenir. Et dans cela, les médecins ne sont pas tout blancs, parce que ça va falloir faire du boulot. Il va falloir les implanter, parce que les implants auront tellement de problèmes, il faudra les mettre, remettre les batteries, il y aura des complications, on va pouvoir on va faire plein de croissance. Et ça, je crois que c'est pas très philosophique, mais malheureusement, c'est très réel et très cynique. Oui, juste un mot sur le projet politique. Les transhumanistes les plus sonneurs, ceux qu'on entend le plus, sont persuadés que le politique et la politique sont des affaires du passé, sont choses du passé. Et c'est assez logique. Ça va tout à fait dans le sens de cette disqualification aussi du langage que je pointais chez les transhumanistes pour accorder crédibilité aux politiques. Il faut croire dans le langage, croire dans la vertu du langage et du discours. Or là, on est dans un contexte où tout cela est biffé. La représentation qu'ont la plupart du temps les transhumanistes californiens, dire c'est l'individu avant tout. On est dans une logique du sauf qui peut quand même. Je rappelle souvent la discussion que j'avais eue avec la présidente de l'Association mondiale du transhumanisme, qui a un joli nom, Natacha Vita-Mort. Vita-Mort, vous voyez, bon, voilà. C'est auto-rebaptisé. Maintenant, elle s'appelle... Non, c'est pas son vrai nom. Ah bon, oui, bien sûr, je sais bien. C'est l'épouse de Max More. C'est l'épouse de Max More, bien sûr. Voilà, d'accord. Mais donc, on lui avait posé cette question-là tu y étais peut-être, lors d'une conférence organisée par l'Association française du transhumanisme. On lui avait posé la question du politique, de la portée du politique. Et alors, elle a eu recours à une espèce de parabole. Elle a dit, quand vous êtes dans un avion et qu'il y a des turbulences, on vous indique que quand le masque tombera, il faut que vous le mettiez sur votre visage, et après, éventuellement, vous vous occuperez de votre gosse à côté, mais il faut d'abord que vous mettiez le masque sur votre visage. Et bon, pour elle, elle avait tout dit, quoi. Donc, les sciences et les techniques doivent sauver
l'individu, hein, et si bon, il y a de l'excès, à ce moment-là, on s'occupera peut-être des autres individus, mais ça ne peut pas être l'objet d'une décision et d'un engagement. Hein. Donc la politique, et puis le rôle des libertariens américains dans le transhumanisme n'est plus à décrire. Bon, il y a eu un candidat, vous le savez, à la présidence de la République américaine, enfin, Zlotan, il s'appelait, Zlotan, je crois. Hein, il a été candidat sous l'étiquette transhumanisme. Il y en aura d'autres, hein. Je pense que ça va faire école. Hein. Il y aura vraisemblablement de plus en plus de transhumanistes qui se présenteront pour gouverner les États-Unis, mais à mon avis, ce sera assurément pas pour assurer les couvertures sociales et autres. Hein. On ne fera pas du tout dans le social. D'ailleurs, le programme de Zlotan, je ne me souviens plus exactement dans le détail, mais il était axé essentiellement sur la suppression des impôts, hein, et puis favoriser les lobbies industriels, mais il n'y avait absolument rien sur ce qu'on peut attendre d'un État-providence, par exemple. J'aimerais pas qu'on reste uniquement sur un aspect négatif ou pessimiste. Nous, on a vécu à travers ces états généraux de la bioéthique, et à quelques mètres d'ici, la professeure de philosophie d'Henri IV est dans la salle. On a vécu, par exemple, samedi matin, un moment très extraordinaire où des jeunes entre 15 et 16 ans nous ont montré comment ils s'appropriaient ces questions, comment ils cherchaient du sens, ils voulaient s'investir. La semaine dernière, j'étais à Paris-Saclay, il y avait toutes les start-up du plateau qui présentaient leurs réalisations. Et il y avait beaucoup de valeurs d'humanité, de désir de société, de désir aussi de s'engager par rapport, ne serait-ce qu'à des circonstances de vulnérabilité. Bref, au-delà du discours un peu transhumaniste, comme ça, qui semble éclairer ou plutôt assombrir notre réalité, il y a quand même des choses qui se construisent, qui s'élaborent. Il y a toute une philosophie, une réflexion sur les valeurs de la société, enfin, en contre-discours, d'une manière autre. Et peut-être d'ailleurs que le climat actuel, un petit peu désespérant, désenchanté, suscité par tel et tel type de prise de position, ne fait qu'exacerber cette volonté de gens de transformer l'inéluctable. Bon, est-ce qu'il n'y a pas, et c'est la question que je me permettais de poser, également à situer un certain nombre de voies constructives, positives. On n'a jamais été autant sollicité en matière d'éthique, on le voit de tous les côtés. Oui. On n'a jamais eu autant de gens qui veulent faire de la philosophie. C'est une réalité quand même à prendre en compte. Donc est-ce qu'on ne doit pas tenir aussi un discours, je dirais pas moins pessimiste, mais peut-être plus constructif, en faisant valoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment aussi le soutenir? C'est une question que je pose très pragmatique. Et ensuite, il y aura une dernière question qu'on pourra... À vous entendre parler, on a l'impression qu'on a perdu la bataille en quelque sorte et qu'on fait peut-être le constat de quelque chose qui serait de l'ordre de l'échec. Et pour un peu aller dans le même sens que votre question, c'est que ça me fait à moi poser la question du sens de l'humanité. Et en cela, moi je me pose aussi la question du... Alors j'ai le sentiment que le gap qui existe entre nous vivant en Occident aujourd'hui, donc entre nous et les gens les transhumanistes, serait peut-être, je me hasarde à dire, du même ordre que le gap qui existerait entre d'autres parties du monde qui auraient moins accès à des technologies et nous ici. Et donc, vraiment, moi, ça me pose la question de ce qui fait humanité entre nous, parce que là, dans un entre-nous tel que l'on est ici, on se comprend et on parle des mêmes choses. Et l'humanité, c'est aussi un autre entre-nous avec d'autres personnes vivant ailleurs. Et j'ai bien aimé tout à l'heure, vous disiez, professeur Beignet, que bientôt, on prendra peut-être notre ticket pour Mars. Il y en a déjà qui prennent des bateaux et qui se risquent pour l'Occident. Enfin bon, c'est une analogie hasardeuse, mais qu'est-ce que l'humanité et qui se sont concernés dedans? Et comment on construit ensemble ce truc qui peut-être un jour
je sais pas, s'opposerait à cette philosophie, enfin, à ce nouveau monde qu'on nous promet, et comment faire qu'on se reconnaisse dans une humanité qui nous fasse résister à ça. Enfin, voilà. Vous posez une question, enfin c'est pas une question, hein, vous nous invitez précisément à examiner les choses les plus essentielles, parce que c'est effectivement vous qui avez raison. Alors, premier élément de réponse, moi j'ai pas le sentiment que les jeux sont faits, sans ça je ne me décarcasserai pas à examiner tout ça, donc je pense pas que les jeux soient faits. Je crois dans la vertu des électrochocs, hein, et je pense que là, on est dans une situation où l'électrochoc est roi, et il faut l'asséner, cet électrochoc, il faut l'administrer. On est avec des psychochirurgiens qui savent de quoi on peut parler en matière d'électrochoc, peut-être. J'ai dit tout à l'heure, pour répondre à Eric, que je croyais, moi, dans les micro-actions. Je crois que dans un contexte de mondialisation, à une époque où on nous dit c'est le cerveau planétaire, vous n'êtes plus qu'un neurone de la planète, et il faut que vous vous connectiez les uns avec les autres pour faire circuit et puis pour provoquer de l'intelligence collective, c'est ça le discours dominant, mais je dis non. Il faut résister à ça, et résister à ça éventuellement en valorisant ce qu'on appelait, sans doute, on n'appelait pas ça comme ça, mais dans la contre-culture américaine, c'était les communautés, les micro-communautés qui s'inventaient et qui utilisaient éventuellement d'ailleurs les technologies de l'époque pour communiquer, aménager le territoire et autres. Je pense qu'on est dans cette situation-là. Moi, je mise beaucoup sur la jeunesse qui travaille dans les Fab Labs, dans les cantines, dans tous ces machins-là qui sont en train d'inventer des usages, des technologies nouvelles. J'étais à Nantes il n'y a pas longtemps, je rencontrais des jeunes qui ont monté non pas une start-up, mais une communauté dans laquelle on fabrique des prothèses hyper sophistiquées et à bon marché, et on fait ça. Enfin, on est dans des trucs. Je crois beaucoup dans la montée de l'alternatif. Et je pense qu'on va connaître une époque où on va de plus en plus à être attentif à tout ce qui se dessine comme ça localement. Et peut-être que la situation géopolitique globale va aussi beaucoup contribuer à nous inviter à incarner l'humanité dont vous parlez, parce qu'on va la penser comme une communauté de destin et en même temps comme un espace de résistance face à des déterminismes nouveaux, les déterminismes nouveaux que précisément les transhumanistes voudraient nous imposer comme absolument inéluctables. Je crois qu'on est dans un contexte où on peut réinventer des choses. Mais ça ne va pas être facile. Moi, j'aurais aimé aussi dire un mot en deux parties. Une première partie, c'est que j'ai dit que je croyais que le transhumanisme était en grande partie presque un slogan publicitaire. J'ai l'impression qu'ils sont finalement assez peu à y croire vraiment. Et donc à cynique et demi. Notamment, il y a peu de scientifiques qui soient réellement transhumanistes. Les vrais transhumanistes, en général, ont peu de culture scientifique. En revanche, ils font travailler éventuellement des scientifiques sur différents programmes, et un certain nombre de ces scientifiques utilisent finalement la manne financière pour mener leurs propres recherches. C'est-à-dire on connaît bien ça, vous savez, quand on fait de la recherche, on a besoin de faire des projets, il faut les rédiger de manière absolument glorieuse, sauf qu'on sait qu'en fait, si on a un peu d'argent pour faire le projet, on arrivera à un projet intermédiaire finalement, un résultat intermédiaire. Donc on commence par vous raconter la mort de la mort, puisque c'est à la mode, et les gens sérieux vont travailler effectivement sur une petite amélioration de la longévité ou des moyens. De même, on va vous dire, on va vous rendre une vue d'aigle, sauf qu'en fait, avec l'argent obtenu pour avoir une vue d'aigle, on va travailler au service des aveugles, qui ne récupéreront pas une vue d'aigle, je vous rassure. En plus, qu'est-ce qu'on ferait d'une vue d'aigle? Il est bien probable que notre cerveau serait incapable de traiter une vue d'aigle. L'aigle, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une charogne, il y a 3 km de là. Ça nous fait une belle jambe, si je peux me permettre. Mais avec l'argent
des recherches pour avoir une vue d'aigle, on travaille réellement pour aider les aveugles. Et ça, si vous voulez, on peut tourner la bêtise transhumaniste en faveur de réalisations qui sont utiles pour des gens qui souffrent. Ça, c'est une première chose. Je pense qu'on sera plus malin, y compris d'ailleurs les scientifiques, les chercheurs, que les transhumanistes qui croient instrumentaliser la recherche en quelque sorte pour leurs idées assez idiotes et puériles. Je pense que beaucoup seront plus malins qu'eux. La deuxième chose, c'est sur le côté sombre de l'avenir. Alors moi, je ne crois pas du tout à la menace vraiment de l'avancée de cette société complètement machinique, avec la singularité, les machines qui prennent le dessus, etc. Malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, parce que je pense que pour fabriquer cela, il faut une société hyper organisée, stable, des universités qui marchent, des centrales nucléaires qui envoient beaucoup d'énergie, il faut un monde ultra stable. Et malheureusement, alors, heureusement parce que c'est un cauchemar, on va sortir du cauchemar. Je crains dans un autre cauchemar qui sera beaucoup plus prosaïque, qu'on connaît beaucoup mieux, qui est l'instabilité dont j'ai déjà parlé. Je ne pense pas que ce sera simplement soutenable jusqu'à un point où tout cela se réalisera. Donc je n'ai pas réellement peur de cela, heureusement ou malheureusement, parce que je crois qu'il y a bien d'autres problèmes qui nous rattraperont et qui nous tireront par le fond de la culotte avant que la singularité soit advenue et nous menace vraiment. Je voulais dire que je suis assez inquiet sur cette discussion parce que j'entends parfois que les médecins sont les apôtres du transhumanisme et je pense que les médecins veulent juste l'homme réparé et que toutes ces prothèses dont on a parlé, c'est à la limite l'équivalent des prothèses qui ont été développées il y a certaines années qui maintenant sont complètement acceptées. Par exemple, lorsque vous avez une cataracte, on vous met un implant intraoculaire qui permet que l'optique de l'œil soit à nouveau accessible et qu'on puisse voir à nouveau. Est-ce que ça veut dire que maintenant, puisque vous avez peur de toutes ces avancées technologiques, lorsque vous avez une cataracte, vous allez refuser cet implant comme vous refusez les autres implants ? Vraiment, je suis un peu inquiet. Non, alors là, je peux parler parce que je suis médecin. Oui, on veut réparer nos malades. Et pour l'immense majorité d'entre nous, nous ne sommes pas transhumanistes. Nous ne croyons pas qu'il y a une continuité entre réparation et amélioration. C'est ça que je me suis évertuée à dire. C'est un mythe, un mensonge qu'on va passer de la réparation à l'amélioration. Et il ne sortira sans doute rien de tout cela. Et je suis certaine qu'il faut travailler sur la réparation. Le problème, c'est que nous sommes aussi dans un système un peu publicitaire. Nous avons quand même besoin de nous faire valoir pour avoir quelques crédits. Et donc, même si nous n'y croyons pas, et même si nous savons au fond de nous que la réparation ne veut pas dire amélioration, nous, peut-être pas, on ne va pas dire un nous absolument monolithique, nous n'hésitons pas parfois à flatter ce discours qui est un fantasme, qui est de faire le lien entre les deux. Donc, je pense que pour la plupart d'entre nous, pour l'immense majorité d'entre nous, nous ne croyons pas à ce mensonge du passage de la réparation à l'amélioration. Et nous savons que nous nous consacrons en toute sincérité à la réparation, c'est-à-dire se rapprocher nous ne pouvons pas donner congé à la nature humaine puisque nous essayons simplement de nous rapprocher de cette nature humaine. Finalement, nous réparons et nous ne donnons pas congé à la norme puisque nous voulons simplement nous en rapprocher. Mais nous ne sommes quand même pas tout blancs. À mon avis, il faut quand même aussi balayer un peu devant sa porte. Et nous surfons régulièrement sur un discours qui est quand même assez malsain. Ne serait-ce que pour avoir des crédits, peut-être parce qu'on est obligé de se défendre pour les avoir, ces crédits. Bon, voilà, ça c'est mon avis de praticien. Pas dupe, mais pas si innocent que vous semblez le dire. Oui, moi je ne suis pas médecin, je travaille beaucoup avec les médecins et je suis depuis longtemps ulcéré par le lexique de la réparation dans le domaine de la relation du médecin et de son patient. Je ne crois pas que nous soyons des machines, que nous réparions. Et le fait que le lexique de la réparation soit devenu complètement habituel dans le monde médical me paraît aussi être assez symptomatique de cette perte de vue du symbolique que j'évoquais tout à l'heure, le symbolique, qui fait qu'une maladie, lorsqu'elle est humaine, elle est autre chose qu'une panne, qu'une déficience qu'on va réparer. Et ça m'inquiète beaucoup. Ça ne m'empêche pas évidemment de vouloir qu'il y ait des prothèses et qu'on mette le bon implant au bon moment. Mais je trouve qu'il y a chez les médecins
malgré tout une espèce de démission qui se situe déjà au niveau sémantique, au niveau de la manière dont ils parlent eux-mêmes de leur travail. Et puis par ailleurs, il y a une réalité. J'étais samedi dernier à Lyon, invité par la Société française des radiologues qui se posait la question de savoir si l'intelligence artificielle allait les tuer. Il y a quand même aussi dans le monde de la médecine soit une inquiétude, soit une euphorie, parce que vous avez des gens comme Guy Valencien, il est plutôt content que bientôt nous puissions avoir 200 000 données par cancéreux plutôt que 14 paramètres pour identifier la maladie, et l'idée que la médecine devienne une médecine de big data, une médecine dans laquelle l'acte médical ne sera pas celui consistant à chercher à trouver la cause d'un symptôme, mais simplement la corrélation de données individuelles avec des bases de données collectives. Bon, ça n'embête pas, il y a un certain nombre de médecins que ça ne gêne absolument pas, et moi j'y vois là quand même quelque chose comme le comble de la déshumanisation. Donc c'est pour ça que je ne parlerai pas des médecins en général, mais il y a quand même dans le monde de la médecine deux fronts. Il y a le front de ceux qui veulent demeurer des médecins soignants, pour lesquels le soin est premier, qui veulent qu'il y ait encore du corps, que la médecine s'adresse à des corps. Et puis il y a ceux qui considèrent que les jeux sont faits et qu'ils seront dépassés par les machines, et que le mieux qu'ils puissent faire aujourd'hui, c'est de jouer la cause des machines. Et bon, là, il s'appelle Laurent Alexandre, il s'appelle Guy Valencien, il s'appelle... voilà. Donc, c'est... Pourquoi vous jouez sur ces peurs de la technologie ? Mais je sais bien... On a déjà dialogué ensemble, M. Paco, vous savez bien que je ne joue pas sur des peurs de la technologie, mais la technologie engendre des peurs et des espoirs souvent démesurés et des peurs souvent irrationnelles. Mais elle n'est pas neutre. Ne me faites pas croire que vous êtes un médecin comme l'était mon médecin de famille autrefois, qui va... non, vous êtes aussi le reflet d'idéaux technologiques et d'un mode de fonctionnement qui... Autrefois, on devenait aveugle parce qu'on avait une cataracte. On n'est plus Mais je sais bien, ben oui. Non, mais c'est très bien. Mais non, mais si vous voulez me faire dire que je suis le résultat de votre travail parce que la médecine me maintient en vie à l'approche des 70 ans, je dis ben oui, mais bien sûr, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Mais c'est pas pour ça que je vais vous absoudre. Je me retrouve entièrement dans ce qu'a dit Jean-Michel Beignet. Il a entièrement raison. Vous avez entendu comment j'ai parlé, alors que j'ai fait des efforts monumentaux pour échapper à mon destin de technophile, en faisant une thèse de philo, en lisant Hegel, qui est quand même assez pénible, malgré toutes ses qualités. Puis je ne comprenais pas vraiment très bien, mais oui, il faut faire des efforts. On peut les faire. C'est pour ça que moi, je suis pas désespérée. On peut les faire, mais ça demande des efforts, et de plus en plus d'efforts. Et même si on est de bonne volonté, parce que c'est vrai qu'on est de bonne volonté pour la plupart d'entre nous, mais le mal ne vient pas de la volonté de faire le mal. Enfin, s'il y a une chose qu'on a appris par les religions ou la philosophie, c'est quand même le mal vient d'une espèce de volonté de faire le bien qui peut se dévoyer. Et dans le monde tel qu'il est, on a des efforts importants, considérables, surtout nous médecins qui sommes quand même extrêmement pressés par les techniques, par aussi, on est quand même effectivement, on est enthousiasmé par nos possibilités. On se laisse emporter du côté de la technique et on oublie ce qu'a dit Madame, notre devoir d'humanité qui est plus banal, qui est plus au ras des pâquerettes peut-être, mais qui est pourtant ce qui est le plus important. Et je pense aussi, je crois quand même que ça n'est pas dire du mal de la recherche, n'est pas dire du mal des implants et de la cataracte et quoi que ce soit. Évidemment, surtout que nous sommes des praticiens au service de nos malades. Mais on est obligé de faire son examen de conscience et de voir combien on doit faire des efforts dans le monde tel qu'il est pour ne pas se laisser embarquer et devenir de purs techniciens. On est en train de nous pousser à être de purs techniciens, c'est ça qui est valorisé, c'est difficile, alors on fait des efforts, Jean-Michel Beignet nous aide à les faire, mais moi je suis d'accord qu'il faut en faire, et c'est pas dommage, c'est comme ça. Il faudra peut-être qu'on conclue, parce que sans ça on pourrait prolonger le débat,
Juste, si on analyse aussi la pratique médicale qui a été mise un peu en cause à travers les évaluations, les procédures, les protocoles, c'est pas uniquement l'innovation, c'est la possibilité pour les gens d'accompagner, d'anticiper. Et de notre point de vue, jamais, excusez-moi de vous dire, les professionnels, qu'ils soient des chercheurs de fond, des médecins de terrain, n'ont autant été en capacité de poser les vraies questions. C'est-à-dire, si nous on observe ce qu'était le niveau de la réflexion éthique dans le milieu scientifique, à part quelques exceptions un peu emblématiques, ou dans le milieu du soin, et vous en êtes quand même représentative, à travers ne serait-ce que des doctorats de philosophie, à travers des études, des masters, etc. La culture ambiante est quand même favorable à se dire que les professionnels s'approprient comme jamais leurs responsabilités. Donc la vraie question, et je trouve que Jean-Michel Beignet l'a bien posé, quel lieu tiers aujourd'hui pour donner plus de visibilité et même une dimension politique à ce qu'ils font? Il faut réinventer, à mon avis, des instances, des nouvelles légitimités. Je vais dire aussi que moi j'ai été impressionné, je vous enverrai les photos si vous voulez. Paris-Saclay, il y a une semaine, 1000 étudiants, doctorants, qui ont suivi une journée. D'ailleurs, j'inviterai la prochaine fois Jean-Michel Beignet. Ils n'étaient pas contraints de le faire. De plus en plus, notamment parmi les jeunes chercheurs, mais il y avait aussi des individualités qui posaient ces questions. Donc il ne faut pas qu'on soit dans des clivages entre ceux qui pensent que d'autres ne pensent pas. À mon avis, il y a une pensée qui émerge. La vraie question, c'est quel type d'intelligence, mais aussi quel type de voie politique, notamment dans les organismes de recherche. Comment on prend en compte ce questionnement, comment on évalue la pertinence d'une recherche. Bref, si on commence à soulever véritablement le couvercle, on voit qu'il y a de multiples enjeux qui sont posés. En tous les cas, un immense merci, parce qu'une journée comme cette journée a quand même allié la pertinence des interventions des, entre guillemets, scientifiques. Alors je vois dans la salle un spécialiste des big data qui aurait pu intervenir, qui est au CCNE, qui nous a fait un article de grande qualité, tu aurais pu aussi intervenir. On ne va pas rouvrir le domaine, mais quand je vois la richesse, par exemple, des articles qu'on a collectés pour notre tome 4 du traité de bioéthique, qui sont faits pour l'essentiel par des chercheurs de terrain, je me dis, il n'y a pas à désespérer. Le tout, c'est de lire d'abord les articles et puis de leur donner audience. Quand on regarde la productivité aujourd'hui des sociétés savantes, comme ça a été le cas autrefois avec la réanimation, mais dans les domaines qui sont les domaines les plus innovants, il n'y a pas à désespérer. Le tout, c'est quand même, et je le retiens de ce qu'a dit aussi Jean-Michel Beignet tout à l'heure, c'est ce qui est affligeant, c'est la délégitimité ou la peu de légitimité des politiques et des instances qui pourraient être effectivement des instances relais. On le voit par rapport au débat sur la bioéthique. Donc, ne quittons pas la salle d'une manière attristée. J'ai beaucoup apprécié votre intervention aussi sur la dimension internationale. Je trouve qu'en termes de justice, en termes de sensibilité, relativiser les choses, et c'est bien que vous terminiez vos études à l'espace éthique et que vous les continuez aussi, je trouve que c'est important d'avoir aussi cette sensibilité en disant ces nouvelles technologies, c'est pour qui, par rapport à quoi, quel type d'enjeu. Je crois que c'est des analyses à faire. Puis dernier point qui m'a beaucoup frappé, c'est sur le rapport Villani. Alors, à un moment donné, vous l'avez évoqué, c'est vrai qu'on a été tous surpris par la dimension stratégique qui a été apportée, beaucoup plus que la dimension, j'allais dire, philosophique du rapport Villani, alors que c'est aussi une transformation de la société. On a vu les enjeux de rivalité, de compétition, enfin tout ce qui a été vendu en plein cœur de la disputation sur la bioéthique pourrait être analysé d'un point de vue critique. Et encore, merci à toutes et à tous. Un merci tout particulier, j'allais dire, à notre prof de philo de Paris 4, Christina Poletto-Forget. Elle n'est pas de Paris 4, elle est d'Henri 4. Oui, non, mais je dis qu'elle a traversé T'as dit Paris la 4. rue. Non, j'ai dit Henri IV. Pour moi, il n'y a qu'un lycée à côté. Et je vous invite véritablement, on organisera, je l'ai dit à Anne-Laure et puis et aussi à Jean-Michel Beignet, on organisera au mois de septembre ou d'octobre un événement public où les étudiants, enfin les lycéens, qui ont travaillé pendant quelques mois sur les questions de bioéthique, restitueront d'une manière un peu plus synthétique que les 6 heures de samedi dernier leurs travaux. Et là, au niveau de la jeunesse, au niveau du milieu de l'éducation, il y a probablement un travail de fond à faire et à comment mobiliser, on l'a vu avec l'Académie Créteil. Bref, tout ça pour vous dire, soyons dans l'espérance malgré tout, même si on n'est pas dans un contexte, on n'est pas au Collège des Mères d'Ardin. Donc je dirais d'une manière laïque, parce qu'il y avait aussi une question que je voulais poser, mais je ne la poserai pas. Comment espérer aussi dans un monde laïque, en fait, d'une certaine manière? C'est-à-dire quel type d'espérance représente les transhumanistes dans un monde qui est un peu désenchanté? On se souhaite une bonne fin de journée. Merci à toutes et à tous. Et il y aura des suites à cet événement. Bonne fin de journée à tous.